Parlons d'éducation maintenant. Vous avez annoncé plusieurs choses sur la base du constat que vous dressez, selon lequel notre modèle scolaire actuel est en déclin et que le niveau ne fait que baisser. Vous avez proposé de rétablir la méritocratie républicaine et rétablir le pouvoir du professeur. On a très très bien entendu les constats dimanche dernier. On vous entend souvent sur le constat. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment vous mettez ça en pratique concrètement. En fait, il faut s'inspirer de ce qui marche, comme toujours. Bon, donc, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui marche? Aujourd'hui, ce sont évidemment les écoles asiatiques. Hier, c'est l'école de la République française que moi, j'ai encore connue, avec beaucoup de chance, puisque je suis arrivé à la fin. Donc, quels sont... la dernière chose, si j'ose dire, notre chance, c'est que les principes des uns sont quasi les mêmes que les principes des autres. Je veux dire par là que ce qu'on pourrait croire comme dépassé, suranné, réactionnaire, c'est-à-dire l'école du passé française, se retrouve assez simplement dans les vertus et les mérites des écoles asiatiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire le savoir, la transmission, le mérite, l'excellence, la discipline et le travail, évidemment. Et très concrètement, du coup... Très concrètement, dans le primaire, remettre les fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, compter, avec méthode syllabique, dictée, etc. Enfin, l'école que moi j'ai connue dans le primaire et que de nombreuses écoles privées utilisent aujourd'hui. Je fais une parenthèse, le succès de l'école privée aujourd'hui, c'est qu'elle applique les méthodes de l'école publique d'hier. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous faites comment? Vous créez un nouveau programme scolaire? Vous contraignez certains... Bien sûr. Et sur le collège, alors le collège... Le collège, on supprime le collège unique. Je pense que c'est la mère de toutes les batailles. Le crime initial, le péché originel, c'est le collège unique. Réforme de 75 de la loi Abi, sous Valéry Giscard d'Estaing, qui a en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des élèves de tout niveau dans une même classe. J'ai retrouvé d'ailleurs, pour préparer cette campagne et pour préparer ce thème de façon plus privilégiée, j'ai retrouvé deux choses. Une enquête que j'avais écrite, j'avais dans mon livre, le livre Noir de la droite, oui c'est ça, j'avais interviewé le dernier conseiller éducation du général de Gaulle, qui s'appelait M. Narbonne, et j'ai lu des textes sur des déclarations de René Haby à l'époque. Et en fait, c'est assez extraordinaire parce que tout est dit, c'est-à-dire que les gens ont bien conscience de ça. Jacques Narbonne, je me souviens très bien, je l'avais interviewé quand j'étais jeune journaliste, c'était déjà un vieux monsieur évidemment, il était conseiller du général de Gaulle, et il m'avait très bien expliqué que le général de Gaulle avait très bien compris que dès les années 60, que la massification de l'éducation risquait d'entraîner un effondrement du niveau à la manière américaine. Et que le général de Gaulle avait tout fait pour éviter cela, et qu'il avait échoué. Deuxième chose, on voit dans les déclarations de René Haby en 1975, qui était donc ministre de l'Éducation nationale à l'époque, et qui est très conscient que ça va provoquer une baisse de niveau, mais qui dit, c'est pas grave, les bons élèves apprendront humainement des mauvais, ou des plus faibles, et les plus faibles apprendront, progresseront grâce aux plus forts. En vérité, ça a été ni l'un ni l'autre, ça a été une catastrophe. En fait, le collège unique est une catastrophe, et donc il faut remettre les classes de niveau. Il faut remettre un certificat d'études pour rentrer en 6e. Aujourd'hui, on a, je crois, un tiers des enfants qui rentrent en 6e sans savoir lire. On a des chiffres absolument hallucinants. On a fait des exercices de ce qu'ils appellent la fluence, c'est-à-dire qu'ils lisent facilement. Et on a seulement un peu plus de la moitié des élèves de 6e qui lisent aisément. Ça monte à 65 ou 68% dans les beaux quartiers, et ça tombe à 35% dans les quartiers prioritaires, etc. Et sur le bac, vous visez... Alors attendez, sur le bac, donc d'abord casser non, parce qu'il faut remonter le temps.
Oui, C'est important. Après, le collège unique, donc retrouver les classes de niveau, retrouver dès la 5e et la 4e, qu'on oriente progressivement les jeunes, qu'on leur fasse découvrir les métiers, l'apprentissage, etc. Parce qu'on a, si vous voulez, on fait monter des générations entières dans l'enseignement général, alors que beaucoup ne sont pas spécialement doués pour ça, et on gâche leur talent qui pourrait s'exprimer bien autrement. Donc il faut orienter dès 14 ans, il faut orienter vers quitte évidemment après à faire des passerelles pour ceux qui voudraient revenir dans l'enseignement général. Puis en seconde, il faut remettre, d'après moi, les filières classiques, c'est-à-dire littéraires, scientifiques et économiques. Et 3, le bac. On a bien compris aujourd'hui, et vous en êtes le produit, il faut avoir tué son père et sa mère pour ne pas avoir le bac. Et encore, je pense que l'enfant aurait des excuses. Vous visez quel taux de réussite au bac, par exemple? Moi, je ne vise pas un taux particulier. Je pense qu'il faut évidemment remettre le bac comme un examen sélectif. Donc arrêtez de le donner à tout le monde, arrêtez de faire monter toutes les notes. 50% par exemple. Enfin, mais je n'ai pas d'objectif particulier. Il faut simplement remettre un niveau d'exigence. Vous savez, en Allemagne, ils sont restés à un score de, je crois, de 30 ou 40%. Pareil pour la Suisse. J'étais en Suisse il n'y a pas longtemps. Leur bac, ça s'appelle la maturité, voilà. Et des scores, des taux qu'on avait, nous, dans les années 70. Je pense que c'était raisonnable et que c'est ce bac vraiment distribué est ridicule. D'ailleurs, le ministre Blanquer a profité du Covid et du confinement pour achever le bac qui était moribond. Donc il faut le ressusciter. Et pour cela, j'ai lu une histoire du baccalauréat il n'y a pas longtemps, très intéressante, qui remontait le temps depuis la création par Napoléon et par son ministre Fontane jusqu'à aujourd'hui, et qui montre très bien que le 19e siècle avait vécu une évolution complètement inverse de la nôtre. C'est-à-dire que le 19e siècle, avec l'école d'abord de Napoléon, de la monarchie, puis de la République, avait continuellement augmenté le niveau en introduisant de plus en plus d'examens écrits. Et en supprimant l'oral qui était au début les seules épreuves. Donc voilà, encore une fois, le modèle est assez simple. Il nous faut remettre l'école de la République d'avant, qui est paradoxalement, mais enfin ça ne m'étonnera pas, l'école d'excellence des grands pays asiatiques aujourd'hui, avec blues, vous voyez, pour dissimuler les différences sociales, avec retour de l'autorité des profs, avec retour de la possibilité de sanctions pour l'élève et aussi sanctions pour les parents, suppression des allocations sociales pour les enfants qui sont vraiment révoltés, on peut dire, et violents. Aujourd'hui, on a... Vous leur coupez à ceux qui sont... Absolument. Les parents sont responsables de leurs enfants. Je pense même que... Qui est compétent pour juger du coup? Comment qui est compétent pour... C'est un professeur qui va dire, voilà, cet élève, il est trop turbulent et ça passe devant... Il y aura des sanctions, il y aura des conseils de discipline. Les élèves sanctionnés, les élèves violents, leurs parents se verront couper, supprimer leurs allocations. Vous savez, aujourd'hui, les parents eux-mêmes sont de plus en plus violents. Les professeurs se plaignent aujourd'hui de la violence des parents qui ne supportent pas que leur enfant ait une mauvaise note et qui menacent physiquement les professeurs. Ça se passe de plus en plus. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble. Il y a retour de l'excellence, retour du mérite, retour de la discipline et retour de la transmission des savoirs. Chasser de l'école les marchands du temple minoritaires, c'est-à-dire les lobbies LGBT et autres, qui n'ont rien à faire à l'école. On va parler d'Europe. Vous vous présentez souvent comme quelqu'un qui n'a pas peur de défendre ses idées telles qu'elles sont, sans faire de calcul politique. Pourtant, sur la question de l'Union européenne, vous dites ne pas vouloir la quitter, alors même qu'une grande partie de votre programme est incompatible avec les règles et les traités de l'Union européenne, ou une partie quand même conséquente. Pour justifier ce choix, vous dites les Français ne sont pas prêts pour quitter l'Union européenne, il ne faut pas reproduire le même échec qu'en 2017, ce qu'a fait Marine Le Pen en fait. Est-ce à dire qu'en réalité,
vous seriez pour une sortie de l'Union européenne philosophiquement et dans un idéal type, mais que par calcul politique, vous allez faire campagne sur ce status quo du on reste dans l'Union européenne, mais on ne suit pas les règles et on ne suit pas les traités. Je suis absolument pas d'accord avec tous vos développements. Je vais essayer de reprendre méthodiquement. Premièrement, je ne dis pas qu'on ne doit pas quitter l'Union européenne uniquement parce que Marine Le Pen a échoué là-dessus. Ma réflexion est beaucoup plus on a profonde. perdu une guerre du XXe siècle. Exactement. On a perdu. Bah oui, vous m'avez lu au moins, c'est bien. Je vous remercie. J'ai été très marqué par une lettre de Georges Pompidou qui disait à André Malraux, en fait, depuis la défaite de 1870, les Français ont peur de se retrouver tout seuls dans une guerre, alors qu'auparavant, ils n'avaient peur de rien et étaient capables d'affronter des coalitions européennes très nombreuses. Donc ça, deuxièmement, nous sommes un pays du continent. Nous ne sommes pas une île comme l'Angleterre. Troisièmement, nous sommes un des pays fondateurs de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, je pense que c'est au-delà du calcul politique. On peut parler de calcul historique, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est ça la profondeur. Bon. Deuxièmement, et je vous reprendrai encore là-dessus, mon programme n'est pas contraire aux lois européennes. Simplement, je dis qu'il y a des choses qui relèvent de la survie de la nation et que quand la survie de la nation est en jeu, elle doit primer sur toutes les règles juridiques qui peuvent enserrer l'Union européenne. Vous savez, vous êtes en dehors des règles, du coup. Non, mais attendez, je suis en dehors des règles pour l'immigration. Et par exemple, pour les barrières pour protectionnistes. l'industrie. Comment ? Oui, pour l'industrie aussi. Oui, mais attendez. Oui, mais vous savez, les règles européennes, tout le monde s'assoit dessus. Quand il y a eu le Covid, on s'est assis sur les règles budgétaires de Maastricht. La France n'a jamais respecté, ou quasiment jamais, les règles budgétaires de Maastricht. La BCE s'est elle-même affranchie des règles qui avaient fondé sa création. Donc, si vous voulez, je n'ai pas de scrupule à m'affranchir de règles quand j'estime que la survie de la nation est en cause. Les partisans les plus farouches de l'Europe font de même quand ils estiment que... Et deuxièmement, la Commission européenne elle-même s'affranchit de toutes les règles quand il s'agit d'étendre son pouvoir. Elle n'avait aucune compétence sur la santé. Et ça ne l'a pas empêché de se mêler de tout avec les vaccins, etc. En plus, elle a eu une réussite absolument lamentable, mais ça ne l'a pas empêché du tout. Alors que la santé n'est pas dans les compétences de la Commission. La Commission n'a pas à faire la leçon de morale aux Hongrois parce que sur la façon de gérer leurs universités ou de traiter George Soros, etc. Vous voyez, donc personne ne respecte ces règles. Donc il faut arrêter avec les règles comme si c'était des règles descendues du mont Sinaï et qui avaient été données par Dieu à Moïse. Donc l'Union européenne n'est pas un État fédéral. Je vous le répète, je vous le rappelle. Il n'y a pas de démocratie en dehors des nations. Même le tribunal de Karlsruhe le rappelle sans cesse. Il n'y a pas de peuple européen. Donc, en vérité, il n'y a pas, si vous voulez, de règles sacro-saintes. Donc, il faut d'abord, dernière chose, il y a eu la polémique là sur l'histoire des Polonais qui ont estimé que leur ordre constitutionnel était supérieur à l'ordre juridique européen. Ils avaient tout à fait raison. Ils ont eu astreinte de 1 million par jour. Ils ne payent pas. Oui, ils ne payent pas, mais par exemple, on leur a gelé pour les aides pour la relance Covid. Mais c'est absolument scandaleux. Ah, mais alors c'est dire que, par exemple, s'il y a ce même conflit avec la France, on ne paye pas non plus. Absolument. Et donc, pourquoi pas quitter l'Union européenne finalement si on joue pas le jeu ? Parce que, vous savez, sans la France, il n'y a plus d'Union européenne. On n'est pas la Pologne ou la Hongrie, nous. Donc, et j'ai beaucoup d'affection et de respect pour la Pologne et la Hongrie. En plus, nous, on a fondé l'Union européenne. Bon. Deuxièmement, on est une puissance nucléaire. Troisièmement, on est contributeur net. Ça change la donne, je vous assure. Donc, il n'y a aucune raison de se coucher devant une commission de gens qui ne sont pas élus et qui n'ont aucune légitimité que celle que donnent les nations. La démocratie, ce sont les nations. Donc, il faut simplement rappeler que notre intérêt national, notre survie nationale,
dépend de politiques sur l'immigration et sur l'industrie. Donc oui, sur l'immigration et sur l'industrie, si nous avons besoin de ne pas respecter le droit européen, nous ne le respecterons pas. Parce que tout simplement, nous aurons estimé qu'il en va du destin de la France. Voilà, et nous devons en plus, alors ça passe par des réformes constitutionnelles, hein, je proposerai la réforme constitutionnelle de l'article 55, vous savez, qui prévoit que les traités sont supérieurs aux lois. Je proposerai par référendum une révision constitutionnelle qui ferait que les lois postérieures, je dis bien postérieures, seraient supérieures aux traités. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs en droit juridique français la théorie de la loi écran, c'est-à-dire que jusqu'aux années 89, l'arrêt Nicoulot du Conseil d'État, jamais un juge français ne se serait permis de juger une loi française, car la loi était l'expression de la volonté générale depuis Jean-Jacques Rousseau et la Révolution, et que c'est en fait une transgression inouïe de la part des juges que de juger une loi. Nous devons remettre cela pour faire que l'intérêt national français suprême redevienne l'essentiel. L'Europe n'est pas un État fédéral, c'est une confédération de nations. Il faut que la légitimité reparte de la nation. Il n'y a pas, contrairement à ce que prétend Emmanuel Macron, de souveraineté européenne. Parce que s'il y a une souveraineté européenne, ça veut dire qu'il n'y a plus de souveraineté française. Il faut revenir au principe de subsidiarité. La Commission de Bruxelles a beaucoup trop étendu ses compétences de façon contraire aux textes et aux traités qui vous sont si chers. Donc, vous voyez, eux ne se gênent pas quand il s'agit de transgresser les traités. Le juge européen n'a pas à déterminer la politique de la France. Les juges, en général, qu'ils soient français ou européens, dans ce qu'on appelle le dialogue des juridictions, n'a pas à déterminer la politique à la place du peuple français. C'est une question à la fois de souveraineté et de démocratie. Si on veut renoncer à la souveraineté et à la démocratie, il faut le dire, mais moi, ce n'est pas mon propos. On va passer sur le sujet des inégalités sociales et économiques. Parmi vos soutiens, on a appris ce week-end qu'il y avait Jacqueline Moureau, donc ancienne gilet jaune, qui a lancé le mouvement avec sa fameuse vidéo. Et à plusieurs reprises, vous vous adressez aux gilets jaunes en disant que vous les comprenez, vous les écoutez, et même vous annoncez des mesures qui vont dans ce sens-là, comme la baisse de la CSG pour les faibles revenus. Donc différentes mesures qui effectivement... La participation. Voilà. Néanmoins, et assez paradoxalement, parmi ces revendications des gilets jaunes, il y a aussi deux sujets importants qui sont l'imposition des plus riches, donc par exemple rétablir l'ISF, et la lutte contre l'évasion fiscale. Ça revient assez souvent. Jacqueline Moureau, par exemple, dit souvent ça quand elle va sur les plateaux télé. Pourquoi vous n'avez pas annoncé des mesures allant dans ce sens-là ? Je pense que il y a eu, d'abord, les gilets jaunes sont victimes des deux phénomènes que je décris inlassablement depuis des années, c'est-à-dire l'immigration de masse dans les banlieues qui a chassé les Français, qui les a repoussés vers justement la France périphérique, et deuxièmement, la désindustrialisation, puisque les industries étaient prioritairement dans des villes moyennes, loin des métropoles, et que ce double phénomène a chassé ces gens-là et les a prolétarisés, et c'est ce qui a provoqué la révolte des Gilets jaunes. Donc évidemment, puisque ce sont les deux axes de ma campagne, je suis celui qui répond à cette problématique et à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, ce que vous dites, il y a eu deux mouvements des Gilets jaunes. Il y a eu le premier mouvement qui était une révolte fiscale, il ne faut jamais l'oublier, et qui était une révolte de gens qui travaillaient et qui ne supportaient plus d'être imposés au nom de l'écologie, d'une écologie punitive, et qui avaient besoin d'utiliser leur voiture pour aller travailler, et qui ne supportaient plus que les gens des centres-villes qui se baladaient en trottinette ou en métro leur fassent payer le réchauffement, les conséquences du réchauffement climatique. C'est pas leur voiture qui provoquait le réchauffement climatique, c'est plutôt les produits amenés par tankers entiers dans les métropoles, justement. Donc c'est ça, les Gilets jaunes. Puis,
j'allais dire, c'est une révolte de droite. Puis, ces gilets jaunes ont été manipulés, ont été pris en main, ont été instrumentalisés, ont été endoctrinés, non pas Jacqueline Moreau, ont été endoctrinés par l'extrême gauche qui, après les avoir insultés, ils font ça depuis 1789, a fait de l'entrisme là-dedans et les a manipulés. C'est ça la deuxième partie des Gilets jaunes, leurs revendications contre l'impôt sur la fortune, pour la réforme constitutionnelle, contre tout ça. Ce sont des réformes, ce sont des revendications d'extrême gauche. Et l'extrême gauche a pris en main le mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est plus le même. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, mon amie Jacqueline Moreau a été chassée comme une malpropre de ce mouvement des Gilets jaunes, et d'autres aussi. Merci beaucoup. Vous avez annoncé vouloir réindustrialiser la France et par la même occasion la création d'un ministère de l'Industrie. Donc comment comptez-vous mettre cela en pratique? Est-ce que ça va être des barrières tarifaires à l'entrée du territoire français, des changements de politique commerciale européenne, stimulation fiscale ou champions nationaux? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, il y a plusieurs niveaux d'action. La désindustrialisation française est un fait indéniable. On connaît les chiffres. L'industrie en 1980 contribuait à 24% du PIB. Aujourd'hui, c'est 13% péniblement. Alors que les Allemands, dans le même cadre juridique, légal, commercial, ont conservé une industrie que même les Italiens, dont on se moque toujours, ont conservé une industrie bien plus puissante que la nôtre, puisqu'elle représente à peu près 20% du PIB de l'Italie. Nous payons à la fois effectivement l'ouverture au libre-échange mondialisé, en particulier l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, mais surtout l'aveuglement, la bêtise, je dirais, de nos élites qui ont cru au concept d'industrie sans usine, au concept de la primauté de l'échange sur la production. Et on l'a vu, on l'a payé lors de la crise du Covid. Donc maintenant, tout le monde se réveille et saute sur sa chaise comme un cabri en criant industrie, industrie, industrie. Donc maintenant, essayons de faire un diagnostic pour comprendre les mesures. Le premier problème de l'industrie française, c'est une fiscalité excessive. Ce sont des charges sociales excessives qui sont dues à un poids de la protection sociale excessif. Donc il nous faut réduire cette protection sociale. J'ai expliqué comment je le faisais, en particulier en supprimant les allocations sociales aux étrangers et en plus en allongeant la durée de travail jusqu'à la retraite jusqu'à 64 ans. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et donc pour produire plus. Et la réforme dont je parlais tout à l'heure de l'école avec un meilleur apprentissage, parce qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez des patrons, la première chose qu'ils vous disent, c'est « je n'arrive pas à trouver de salariés ». Donc bon, voilà. Donc ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est évidemment des baisses d'impôts. Je propose la baisse de l'impôt sur les fameux impôts de production. Vous savez, ce sont des impôts un peu stupides qui sont payés par l'entreprise avant même qu'elle fasse 1 euro de bénéfice. Le gouvernement, au bout de 4 ans et demi, s'est réveillé, et ce n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron, et a supprimé 10 milliards, enfin réduit de 10 milliards la charge. Donc je propose de poursuivre sur cette voie et de réduire de 30 milliards supplémentaires pour revenir au niveau de la moyenne européenne. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, notre deuxième problème, c'est que nous n'avons pas assez de petites entreprises qui deviennent plus ou moins grosses, les fameuses ETI, les PME qui deviennent ETI. Et que nous avons un double problème, elles ont trop d'impôts, trop de charges, et elles n'arrivent pas à être transmises de génération en génération, alors que, et c'est pour ça qu'elles sont vendues à des industriels chinois, des fonds américains, etc., ou même elles meurent, parce que nos droits de transmission sont trop élevés. Donc je propose deux choses. Un, une augmentation du seuil de déclenchement du taux d'IS réduit, le fameux taux à 15%, donc de monter ce seuil pour qu'il y ait plus de petites entreprises, de moyennes entreprises qui aient accès à ce taux réduit. Et deuxièmement, je propose pour les droits de transmission l'exonération des droits de mutation sur les transmissions des entreprises familiales. Ça, je vous en prie.
Vous savez, c'est pas parce que j'ai été l'employé de Bolloré que je lui rends service. Franchement, c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. J'essaye simplement de voir l'intérêt de la France. Et vous savez, les grands groupes comme celui de Bolloré ont des armées de fiscalistes pour éviter toute imposition tant qu'ils veulent. C'est pas la PME qui s'en sort aussi bien. Donc Bolloré, il n'a pas besoin de moi, contrairement à ce que vous croyez. Donc je continue. Exonération de droits de mutation sur les entreprises familiales. Ensuite, je pense il y a un deuxième problème qui devient croissant. Ce sont les normes sociales, mais surtout les normes écologiques, environnementales. Nous sommes dans la permanente surtransposition des normes européennes. Et il y a un maquis de normes. Les industriels ne s'y retrouvent pas. On a des industriels qui déménagent parce qu'il n'est plus possible de faire certaines activités en France. Donc je propose un haut commissariat à la simplification administrative qui sera chargé de nettoyer un peu ce maquis de normes administratives, sociales, écologiques, pour simplifier la vie des industriels. Mais du coup, au niveau des normes sociales, qu'est-ce qui changerait? Non, mais ça ne veut pas dire réduire. Non, mais bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, c'est même plus protecteur. Il fera le travail. Je ne peux pas vous dire comme ça, on va supprimer telle norme et on ne va pas supprimer telle norme. Mais il y a un travail nécessaire à cette simplification des normes. Ensuite, je pense qu'il faut... on a, si vous voulez, depuis les années 80, on a abandonné l'industrie et ça s'est vu dans les structures administratives. Donc je propose la constitution d'un grand ministère de l'industrie qui pourrait contenir, qui pourrait comprendre l'énergie, qui pourrait comprendre les transports, qui pourrait comprendre la recherche et développement. Vous voyez, tous ces thèmes-là qui seraient dans un seul ministère pour fabriquer des synergies et pour que l'État aide les entreprises à grandir et à prospérer. Ensuite, il y a un problème de commande publique. Et là, nous revenons aux histoires européennes. C'est-à-dire que, pour l'instant, l'Europe, au nom de la concurrence, au nom de la lutte contre les rentes, après tout, l'intention n'était pas stupide, a demandé à ce qu'il y ait une concurrence entre dans la commande publique entre les différentes sociétés européennes et même mondiales. Je pense déjà que c'était absolument déraisonnable de mettre le monde entier dans cette histoire-là. Mais même entre les niveaux européens, ce qu'on constate, c'est que les Français, évidemment toujours bons élèves de l'Europe, et surtout, comme ce sont des gestionnaires impécunieux des deniers publics, ils essaient de se rattraper comme ils peuvent. Et donc, les commandes publiques sont devenues la machine au prix le plus bas et au prix le plus faible et au moins-disant économique, quitte à sacrifier les entreprises françaises, même les plus prometteuses. Donc, les autres sont beaucoup plus malins. Ils font mine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils font mine de respecter la réglementation européenne. En vérité, ils s'entendent et ils ne prennent, comme par hasard, que des entreprises allemandes ou que des entreprises hollandaises, italiennes, parce qu'ils mettent des critères qu'ils savent qu'ils vont être remplis, des critères sanitaires, des critères sociaux, des critères... voyez, et donc nous devons faire la même chose. Voilà. Donc une préférence nationale. Exactement, une préférence nationale qui ne dit pas son nom. Voilà, je pense que là, il y a dernière chose, on pourrait effectivement, pour aider l'industrie française, faire, vous savez, vous connaissez sans doute le Nutri-Score. Vous savez, sur les produits alimentaires, on voit qu'est-ce qui est trop sucré, pas assez sucré, avec des couleurs. Enfin, je pense que dans votre génération, on connaît ça aisément. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et on pourrait faire la même chose. On appellerait ça un Patri-Score, avec ce qui est français, fabriqué en France. Et il y aurait une différence de niveau. Parce que tous les sondages prouvent que contrairement, et là, il y a vraiment un basculement culturel très intéressant, c'est-à-dire que pendant des années, les Français ont privilégié les grandes surfaces, le prix le plus bas, etc. Tous les grandes surfaces ont fait leur pub là-dessus. Et aujourd'hui, on voit les sondages, les Français sont entre 50 et 70% sur toutes ces questions-là à dire qu'ils privilégiaient le Made in France, qu'ils étaient prêts à payer même un petit peu plus cher
pour avoir du Made in France, parce qu'ils étaient sûrs de la qualité, des normes, du respect des normes sanitaires, environnementales, etc. Donc vous voyez, c'est un ensemble d'actions qu'on peut mener et qui peuvent favoriser enfin une réindustrialisation nécessaire, qui est une des causes, vraiment des piliers de la politique en faveur de ce qu'on a appelé les Gilets jaunes. Merci. Je vous en prie.